Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous demandais d'imaginer un monde où un simple dessin animé peut fâcher la deuxième puissance mondiale, où un groupe de K-pop fait trembler un régime autoritaire et où une comédie potage déclenche un incident diplomatique. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est bien la réalité. Aujourd'hui, dans Pôle Actu, je vais vous proposer un épisode de One Shot un peu spécial. On va parler de l'influence de la pop culture sur la géopolitique mondiale. Alors, films, musique et séries télé vont vous faire voyager en diplomatie internationale. Vous avez bien entendu, la pop culture, d'ordinaire synonyme de divertissement, s'est muée en véritable arme d'influence à l'échelle planétaire. Soft power, diplomatie culturelle, appelez ça comme vous voulez. Les États l'ont bien compris. Ce que vous regardez sur Netflix ou écoutez sur Spotify peut valoir à long terme autant que des bataillons de soldats. Le politologue Joseph Nye a popularisé ce concept de soft power, ce pouvoir de convaincre sans contraindre par l'attraction des valeurs et de la culture. Et effectivement, conquérir des cœurs est souvent plus efficace que conquérir des territoires. Prenons quelques exemples concrets. Vous allez voir, c'est frappant, et parfois surprenant. Alors, faisons une première escale dans les années 80. En pleine guerre froide, les États-Unis déversent sur le monde un flot de musique rock, de blue jeans et de films hollywoodiens. Un détail peut-être anodin pour vous, mais qui ne l'est pas vraiment. Les chansons de Bruce Springsteen ou de Madonna traversaient le rideau de fer quand les diplomates, eux, n'y arrivaient pas. La preuve, par exemple, en 1988, Springsteen donne un concert légendaire à Berlin-Est. 300 000 jeunes Est-allemands accourent pour voir The Boss, du jamais vu en RDA. Dans la foule, on brandit des posters de Bruce, on chante Born in the USA à tue-tête. Ce soir-là, une étincelle de liberté s'allume. Certains historiens estiment même que ce concert a contribué à sa manière à la chute du mur un an plus tard. Incroyable, non? Des guitares et une voix auraient ébranlé l'Empire soviétique là où les chars auraient échoué. Et ce n'était pas qu'en Europe de l'Est. En Chine aussi, la jeunesse vibrait au son de la pop occidentale. Saviez-vous que Michael Jackson était déjà une idole en Chine dans les années 90, bien avant que McDonald's ou les blockbusters hollywoodiens n'y débarquent? Pour des millions de jeunes chinois, l'Amérique à travers MJ semblait glamour, ouverte et synonyme de rêve et même un peu subversive. En clair, la pop culture américaine diffusait l'idée qu'il faisait bon vivre dans le monde libre. Un sacré message politique en filigrane. Alors, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La puissance culturelle américaine reste énorme, mais d'autres pays ont appris la leçon et jouent sur leur va-tout sur le terrain de la pop culture. Le cas le plus emblématique, c'est sans doute la Corée du Sud. Ce petit pays, coincé entre des voisins puissants, a réussi à devenir un géant culturel. Comment? Grâce à la Hallyu, la vague coréenne. Depuis les années 90, Séoul investit à fond dans sa production culturelle. Musique, séries TV, cinéma, mode, cuisine, tout y passe. L'idée du fondateur de SM Entertainment, première usine à idoles de K-pop, était simple. Culture d'abord, économie ensuite. Exportons le cool coréen et Samsung, Hyundai ou Kia en récoltant les fruits plus tard. Qui n'a pas entendu le tube planétaire Gangnam Style de Psy en 2012? C'est alors la première vidéo à dépasser le milliard de vues sur YouTube. Ce succès fou a été l'avant-goût d'une déferlante. Aujourd'hui, les BTS remplissent des stades partout, les dramas coréens cartonnent sur Netflix, les films de Bong Joon-ho remportent la Palme d'Or et l'Oscar. Parasite a d'ailleurs été le premier film de langue étrangère sacré meilleur film aux Oscars en 2020. Un camouflet pour Hollywood battu sur son propre terrain. Quant à la série Squid Game, elle a explosé tous les records d'audience sur Netflix, 1,65 milliard d'heures visionnées le premier mois, pour devenir alors le premier show non anglophone phénomène à l'échelle globale. Résultat, l'image de la Corée du Sud a changé du tout au tout. Il y a 20 ans, à l'étranger, on résumait souvent la Corée à Samsung et à la menace nucléaire du Nord. En 2023, on la connaît surtout pour les BTS, Blackpink, les restos barbecue et les séries K-drama. La culture a fait bouger les lignes. La Corée du Sud figure désormais parmi les pays au rayonnement culturel le plus puissant, soit le 6e rang mondial. Mais au-delà du succès commercial, Séoul s'est même servi de la pop culture comme arme diplomatique directe. Petite anecdote savoureuse, pendant des années, en riposte à la propagande du Nord, les Sud-Coréens ont installé de gigantesques haut-parleurs le long de la zone démilitarisée pour bombarder le Nord de chansons K-pop. Oui, des tubes de Girls' Generation ou de BTS étaient diffusés à plein volume à travers la frontière, pour rendre jaloux les soldats nord-coréens en leur vantant en musique l'heureux mode de vie du capitalisme. En face, Pyongyang éructait en envoyant des marches militaires et ses hymnes à la gloire de Kim Jong-un. Guerre psychologique version pop culture. D'après les témoignages de transfuges, ces mélodies catchy du Sud se sont effectivement glissées dans les têtes au Nord.
Malgré l'interdiction, beaucoup de Nord-Coréens connaissaient les refrains interdits, qu'ils décrivent comme de véritables chevaux de Troie culturels, sapant l'idéologie officielle. Le régime, lui, prend la menace très au sérieux. Des rapports font état de châtiments terribles, voire d'exécutions, contre des cadres surpris à écouter de la K-pop ou à regarder des dramas sud-coréens en cachette. C'est dire la puissance subversive qu'il prête à ses produits culturels. Et figurez-vous que même le tout-puissant Kim Jong-un a dû s'incliner devant la vague. En 2018, lors d'une rare détente, il a autorisé un concert de stars sud-coréennes à Pyongyang. Ce soir-là, le voilà au premier rang en train d'applaudir poliment le groupe Red Velvet venu de Sud. Oui, Kim en personne qui hoche la tête sur de la K-pop. Surréaliste, non ? La musique, on le voit, est un vecteur d'influence redoutable. D'autres pays l'ont compris aussi. Savez-vous par exemple que le reggae jamaïcain ou le hip-hop américain ont servi de bande-son ou à des mouvements sociaux partout dans le monde ? Ou qu'en Afrique, des genres musicaux locaux, inspirés de la pop culture, ont accompagné des revendications politiques transnationales. On pourrait multiplier les exemples, mais passons à un autre domaine tout aussi stratégique, le cinéma, les séries, qui sont devenus de véritables terrains de jeu géopolitiques. Lorsque vous regardez un blockbuster au cinéma, vous assistez aussi, sans forcément le savoir, à une compétition d'influence entre nations. Hollywood, depuis un siècle, promeut l'américain Way of Life aux quatre coins du globe. Des super-héros Marvel aux films Disney, en passant par des séries Netflix US, tout cela véhicule des valeurs, des modes de vie, une vision du monde. Et ça façonne les esprits bien au-delà des frontières américaines. En face, d'autres pays se sont lancés le défi de raconter leur histoire et d'imposer leurs références pop au public mondial. Prenons la Chine. Longtemps, la Chine s'est méfiée de la pop culture occidentale qu'elle voyait, non sans raison, comme un cheval de Troie idéologique. Pékin censurait à tour de bras ce qui venait d'Hollywood, quitte à priver son public de Winnie l'ourson ou de Spider-Man. Pendant qu'Hollywood lui-même commençait à s'auto-censurer pour ne pas froisser ce marché géant. Mais ces dernières années, la Chine a changé d'approche. Plutôt que de simplement bloquer la pop culture étrangère, elle s'est mise en tête de produire la sienne et de l'exporter agressivement. 2025 a marqué un tournant symbolique. Un film d'animation chinois, Neza 2, inspiré d'une légende traditionnelle, a pulvérisé le box-office mondial en récoltant près de 2 milliards de dollars. C'est tout bonnement le film d'animation le plus lucratif de l'histoire du cinéma devant les Disney et les Pixar. Fier de cet exploit, le gouvernement chinois a immédiatement proclamé qu'il s'agissait du mouvement soft power de la Chine. De la preuve que ses histoires et son folklore pouvaient séduire la planète aussi fort que le super-héros Marvel. Et ce n'est pas un cas isolé. La même année, une autre super production chinoise, Détective Chinatown 1900, s'est hissée parmi les plus gros succès du box-office mondial. Hollywood a dû ceci à se faire. Il fait face à un nouvel entrant de taille soutenu par 1,4 milliard d'habitants et un régime déterminé à détrôner la domination culturelle occidentale. Le bras de fer ne s'arrête pas au grand écran. Le jeu vidéo est un autre champ de bataille. Pendant longtemps, l'industrie du jeu était dominée par les Américains et les Japonais. Or voilà qu'un jeu chinois, Black Myth Wukong, débarque en 2024 et crée l'événement chez les gamers du monde entier. Ce jeu au graphisme époustouflant, qui revisite le mythe du roi singe, héros de la littérature chinoise classique, s'est immédiatement hissé au niveau des plus grandes franchises occidentales. Des critiques du monde entier l'ont salué, comme le premier blockbuster vidéoludique chinois, capable de rivaliser avec God of War ou Elden Ring. Ce n'est pas juste une question de fierté nationale pour Pékin, c'est du narrative shaping. Quand des millions de jeunes passent des heures à jouer à l'univers du roi singe plutôt qu'en Terre du Milieu ou à Gotham City, la grille de références culturelles commence subtilement à bouger vers l'Est. En d'autres termes, la Chine s'emploie à faire aimer ses histoires, ses héros, sa vision du monde, sans qu'on s'en rende compte, et ça, c'est du soft power pur jus. Un autre outil made in China a carrément infiltré notre quotidien planétaire, TikTok. Et oui, l'appli de vidéo virale appartient à une entreprise de Pékin, et elle revendique 1,6 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. TikTok, c'est un paradoxe fascinant. Le contenu est créé par des jeunes de tout pays. Il n'en a rien en soi de chinois. Et pourtant, le simple fait que cette plateforme ultra populaire soit d'origine chinoise donne à la Chine un pouvoir d'influence inédit. Chaque minute passée par un ado occidental sur TikTok, c'est une minute passée dans un espace culturel conçu en Chine. Sur TikTok, on voit des Américains danser sur de la K-pop, des Italiens tester des recettes mexicaines, des chansons nigériennes devenir des hits mondiaux. Un véritable creuset global géré par Pékin. Pas étonnant que le gouvernement américain se soit publiquement inquiété de l'influence de TikTok. Au-delà des soupçons d'espionnage de données, il y a la crainte de la mainmise culturelle invisible. Faut-il bannir TikTok ? Plus facile à dire qu'à faire. Washington s'y est cassé les dents. Et pendant ce temps, l'appli chinoise continue de s'ancrer dans les habitudes de la jeunesse mondiale. Bien sûr, tout n'est pas rose pour la stratégie culturelle de la Chine. Beaucoup de sociétés restent méfiantes envers Pékin.
et le modèle politique autoritaire chinois limite son attrait dans les pays diplomatiques. Mais la tendance est là. La Chine investit des sommes colossales pour bâtir un empire pop culturel, pendant que, par exemple, les États-Unis réduisent certains budgets d'échanges culturels ou d'éducation internationale. La compétition est lancée pour savoir qui définira l'imaginaire global des prochaines décennies. Hollywood a longtemps joué un terrain conquis. Mais désormais, Bollywood, le Hollywood coréen et le cinéma de Pékin frappent à la porte du leadership. À propos du Bollywood, parlons-en rapidement. L'Inde aussi exerce un soft power considérable via ses films hauts en couleur et sa musique. Pendant des décennies, dans de nombreux pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, les films indiens étaient plus populaires que les films occidentaux, véhiculant une image positive de la culture indienne, famille, romance, danse, etc. Et que dire de la Turquie, qui a vu ses feuilletons télévisés envahir les écrans du monde arabe et même au-delà. Des séries comme Magnificent Century, sur le sultan Soliman, ont été regardées par des centaines de millions de téléspectateurs du Maghreb jusqu'en Asie centrale. Elles présentent la Turquie sous un jour moderne, prospère, tout en mettant en valeur son histoire. Un sacré coup de pouce pour le prestige turc. D'aucuns parlent de diplomatie du soap-opéra. Ankara s'est ainsi forgé une influence douce dans les régions où sa parole politique est parfois moins bien accueillie. Bref, partout, la culture populaire est devenue un levier géopolitique à part entière. On pourrait croire que cette guerre culturelle se déroule en douceur, façon échange de bons procédés. Mais détrompez-vous, la pop culture a aussi provoqué son lot de crises diplomatiques retentissantes. Et oui, quand on touche aux images nationales ou aux symboles, les gouvernements peuvent voir rouge. Exemple emblématique, la Chine versus Winnie l'ourson. Cela vous fait sourire? Pas du tout. Depuis qu'Internet s'est amusé à comparer le président Xi Jinping au bon vieux Winnie, à cause d'une photo où Xi marchait aux côtés d'Obama, rappelant Winnie et son ami Tigrou, la censure chinoise a sévi. Winnie l'ourson est carrément devenu persona non grata sur le site web chinois. En 2018, le film Christopher Robin de Disney, mettant en scène le célèbre ourson, a été banni des salles en Chine. Incroyable mais vrai. Un personnage de dessin animé jugé trop subversif, parce qu'il risquait de rappeler un mème moqueur sur le président. Qui a peur de Winnie? Le gouvernement chinois apparemment. On le voit à Pékin. On n'hésite pas à censurer la pop culture la plus innocente si elle menace l'autorité du parti. Hollywood, de son côté, a appris à ses dépens qu'il valait mieux ménager la susceptibilité de certains États. Les studios américains sont prêts à tout pour accéder au marché chinois, quitte à modifier leurs films. Pendant un temps, Top Gun Maverick, suite du film culte Top Gun, avait effacé les drapeaux de Taïwan et du Japon sur la veste de Tom Cruise dans sa bande-annonce, histoire de ne pas froisser Pékin. Finalement, devant le tollé en Occident, ils ont rétabli les drapeaux dans la version finale, au risque de se faire interdire en Chine, ce qui a fini par arriver. De même, Marvel a changé ses personnages, un ancien Tibétain devenu celtique dans Doctor Strange, pour éviter le sujet tabou du Tibet, et de nombreux films d'action éliminent tout méchant chinois de leur script pour ne pas se fermer aux portes du box-office asiatique. Cette autocensure préventive de Hollywood en dit long sur le rapport de force culturel. L'argent et l'audience pèsent parfois plus lourd que la liberté d'expression artistique. Parfois, c'est la pop culture elle-même qui attaque un symbole national. Et ça peut tourner en crise. Vous vous souvenez du film satirique Borat de 2006 avec Sacha Baron Cohen? Il dépeignait le Kazakhstan de manière hilarante mais assez humiliante. Au début, les autorités kazakhes étaient furieuses. Elles ont protesté, banni le film, dépensé beaucoup d'énergie à dénoncer cette caricature. Puis, réalisant que le mal était fait, tout le monde parlait de Borat, elles ont changé de tactique. Ok, utilisons cette soudaine notoriété à notre avantage. Le Kazakhstan a lancé des campagnes de com décalées, surfant sur le succès de Borat pour redorer de son image réelle. Des officiels ont donné des interviews mi-figue, mi-raisin. On a posté des vidéos sur YouTube invitant à découvrir le vrai Kazakhstan, etc. Résultat étonnant, grâce à Borat, plein de gens ont appris que le Kazakhstan existait. C'est bête à dire, mais ce pays était méconnu. Et le tourisme vers le Kazakhstan a même augmenté dans les années suivantes. Incroyable retournement. Ce qui avait commencé comme un coup dur d'image s'est mué en opportunité publicitaire involontaire. Comme quoi, en diplomatie culturelle, il faut parfois de l'humour et de la répartie. D'autres fois, hélas, l'affaire tourne vraiment mal. La Corée du Nord, championne toute catégorie de la paranoïa, a ainsi provoqué en 2014 ce qui reste sans doute l'un des premiers actes de cyberguerre liés à un film. Souvenez-vous, Sony Pictures s'apprêtait à sortir L'interview qui tue, une comédie déjantée avec James Franco et Seth Rogen, imaginant l'assassinat fictif de Kim Jong-un. Pyongyang est entré dans une rage folle à l'idée qu'on ridiculise son dirigeant bien-aimé. Des hackers nord-coréens, selon le FBI, ont lancé une cyberattaque massive contre Sony,
volant des données, effaçant des serveurs et menaçant de commettre des attentats si le film sortait. Du jamais vu. Terrorisés, les cinémas américains ont annulé les projections, et Sony a reculé un temps, reportant la sortie du film. Finalement, The Interview est sorti en ligne, mais l'incident a provoqué un gel des relations déjà glaciales entre Washington et Pyongyang. Tout ça pour une satire potache où deux zouaves vont interpréter Kim. On croirait un scénario, mais c'est la réalité. Un film a bel et bien pesé sur les relations internationales au point d'être qualifié comme menace à la paix par un État nucléaire. Franchement, on n'est pas passé loin du scénario de film d'espionnage. La pop culture peut aussi inspirer la contestation ailleurs dans le monde. Les images fortes de films et séries deviennent parfois des symboles de ralliement. Le masque de Funk, du film V pour Vendetta, est ainsi devenu l'emblème du collectif Anonymous et des manifestants d'Occupy Wall Street, de Hong Kong ou d'ailleurs, qui l'utilisent pour dénoncer la corruption ou la surveillance de masse. De même, la tenue rouge à la coiffe blanche de Handmaid's Tale, la servante écarlate, a été adoptée par les militants pro-choix lors de la manifestation aux États-Unis, en Pologne ou même en Argentine pour protester contre les lois anti-avortement en incarnant visuellement la dystopie de la série. Plus récemment, lors de mobilisations pour la justice sociale, on a vu des références à Squid Game, des manifestants portant des combinaisons rouges et des masques du show pour dénoncer les inégalités sociales, notamment en Corée du Sud ou en Amérique latine. Ces clins d'œil pop culture donnent un écho mondial aux luttes locales. Une image tirée d'une série peut parler instantanément à des millions de personnes et cristalliser un message. C'est du soft power par le bas, en quelque sorte. Quand ce ne sont plus les États qui s'en servent, mais les citoyens eux-mêmes. Mais l'exemple le plus marquant reste l'influence de la pop culture sur la politique récente, soit Taylor Swift. En septembre 2024, la superstar a publiquement annoncé son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris, juste après un débat télévisé face à Donald Trump. Ce simple post sur Instagram a eu un effet saisissant. En 24 heures, plus de 400 000 personnes se sont inscrites pour voter sur la plateforme Vote. Un record absolu attribué à ce qu'on appelle désormais l'effet Taylor Swift. Et ce n'était pas qu'un coup de com'. Les Swifties, ces fans ultra engagés, ont lancé le mouvement Swifties for Kamala, récoltant plus de 130 000 $ pour la campagne et mobilisant des dizaines de milliers de jeunes électeurs sur TikTok et Instagram. Face à cette mobilisation, Donald Trump a vu rouge. Il a accusé Taylor Swift d'être déloyale et a même partagé des images générées par l'intelligence artificielle, la montrant en soutien à sa propre campagne. Swift a répliqué en dénonçant ces manipulations et en appelant à la vigilance face aux fake news. En somme, une chanteuse pop a réussi à faire vaciller le paysage politique américain, prouvant que la culture populaire peut être une force électorale redoutable. Comme l'a dit l'humoriste Bill Maher, Taylor Swift a sauvé la démocratie. Nous voilà arrivés au terme de ce court horizon, très loin d'être exhaustif, de l'influence de la pop culture sur la géopolitique. Que retenir de tout ça ? Peut-être cette idée. Les films, la musique, les séries, nos loisirs en apparence futiles, ou même les déclarations de Squeezie sur Bardella, ont un vrai pouvoir sur la scène internationale. Ils peuvent améliorer l'image d'un pays ou au contraire fâcher les nations, rapprocher des peuples ou servir d'outils de propagande, soutenir des mouvements sociaux ou consolider le leadership global. En somme, la guerre des cœurs et des esprits se joue aussi sur nos écrans et dans nos écouteurs. La prochaine fois que vous binge-watcherez votre série préférée ou que vous danserez sur un tube pop, pensez-y. Vous participez peut-être, un tout petit peu, à un affrontement feutré entre deux puissances culturelles. Divertissement innocent ou arme diplomatique du XXIe siècle, la frontière est de plus en plus floue. En tout cas, une question reste ouverte. La pop culture va-t-elle redevenir le champ de bataille décisif de la géopolitique de demain ? Est-ce que les super-héros et les idoles de la chanson feront plus pour influencer le monde que les porte-avions et les traités internationaux ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'en parler. Merci de votre écoute pour cet épisode de Paul Actu. Restez curieux, gardez l'esprit critique et n'oubliez pas de regarder un bon film ce soir, pour le bien de la diplomatie bien sûr.